Bonsoir à tous. Nous revoilà pour la part 2 de notre Megabrain ACES. J'espère que vous avez bien digéré notre dernière séance et que l'ACES n'a plus de secret pour vous. Malheureusement, on sait bien que les choses ne sont pas si simples et c'est pourquoi nous avons pensé que ce serait pertinent d'organiser notre Megabrain en 2 parties. Donc, celle-ci sera plus concrète pour parler de vraies expériences de notre quotidien. Donc, nous retrouvons Cédric Lejeune, notre color guru, fondateur de Workflower, Harry Bardac, notre consommateur éclairé, VFX Supervisor et CG Lighter, Alexis Aublet, l'homme de l'ombre qui doit s'assurer que tous les tuyaux sont assemblés, CTO chez The Yard. Ce soir, nous avons demandé du renfort au célèbre Mathieu Leclerc. Mathieu, responsable du DI à Microsimage, et pour moi, un maître des espaces colorimétriques. Alors, nous y voilà. Cette session est censée être ouverte à tous. J'espère qu'on ne va pas se faire parasiter par des trolls. Si c'est le cas, j'arrêterai tout et je le relancerai, donc ne soyez pas surpris. Donc, tous les micros peuvent s'ouvrir. N'hésitez pas pour poser vos questions, vos désaccords ou vos expériences. Voilà, c'est parti. Alors, allons-y. Donc, pour commencer, on pensait que ça serait bien de faire un petit survival kit, donc de savoir qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont les pièges, comment aborder les ACES au tout début. Donc, le premier truc, c'est d'abord savoir qui demande, c'est-à-dire pourquoi ACES. On peut avoir envie pour s'amuser, ou ça peut être un client qui l'impose. Forcément, ce ne sera pas la même démarche. Et du coup, après, selon la config, soit on va explorer, soit on va subir. Donc, mieux vaut explorer avant de subir. C'est toujours mieux. Après, les avantages, ça dépend comment ça va rentrer dans le pipe et aussi qui fait l'introduction, parce qu'elle peut être plus ou moins agréable, on va dire, sur le sujet des... comment ça va arriver dans le VFX, le niveau de maturité des boîtes aussi et des fonctions support. Je pense en particulier à Mathieu, quand on a des gens brillants comme Alexis ou Mathieu pour faire le truc, c'est chouette. Mais quand une prod dit on fait tout en ACES, mais on n'a personne qui sait comment ça marche, c'est plus compliqué. Donc, je sais pas, l'approche dans une boîte, pour le coup, ça peut être intéressant de voir par où ça rentre. Mathieu, tu avais parlé du HDR, qui était un point important pour... Parce que qui dit ACES ne veut pas dire forcément HDR, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'ACES pour un rendu Rec 709, c'est ça. C'est ça. Et je pense que quand les images arrivent en ACES dans un studio VFX, c'est toujours bien de déjà essayer de faire un petit aller-retour avec le labo ou qui envoie les images pour bien comprendre le workflow. Est-ce que l'ACES il est envoyé en tant qu'espace de connexion, donc derrière, de toute façon, l'affichage va se faire à travers des LUTs qui finalement sont loin de l'ACES, ou est-ce que c'est vraiment un workflow natif ACES sur la post-prod aussi? Est-ce qu'il y a du HDR? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je pense que c'est bien de faire un peu le tour du workflow pour bien comprendre pourquoi on a reçu de l'ACES et qu'est-ce qu'on doit rendre derrière et quels sont les enjeux autour de ça. Parce que c'est là où, dans le débat, il va toujours se poser la question des gens qui disent on a un pipeline qui marche, on sait comment effectuer et pourquoi est-ce qu'on prend le risque de basculer à l'ACES et est-ce que c'est compliqué? Ouais. C'est le risque l'évaluation risque-bénéfice, un peu comme les vaccins, les médicaments, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi on veut le faire, comme dit Mathieu, c'est hyper important. Qui aussi le pousse, c'est important parce que si c'est juste pour être à la mode ou si on a une vraie contrainte. Et puis après, un point, ça, Harry, on parlait la dernière fois aussi, super important, c'est le temps de préparation. Parce que si c'est genre, on arrive, personne n'a jamais testé, mais on va le faire quand même, là, on prend des risques qui sont... il y a quand même un nombre de fois, t'en parlais, Franck, la dernière fois aussi, où au début, on y va parce qu'on a envie de le faire pour tester, et puis soudain, on se dit, bon, finalement, on va revenir comme on faisait avant parce qu'il faut livrer. Toi, Harry, justement, l'expérience dans les clients qui arrivent, qui ont envie de le faire et tout ça, c'est... Oui, alors souvent, ils veulent faire comme les autres. Donc, souvent j'ai ça, c'est-à-dire que pourquoi l'ACES, mais les autres le font, ou des fois, c'est comme tu dis, c'est des spécifications, notamment de Netflix, par exemple, ils veulent bosser en ACES et ils ne savent pas ce que c'est, en fait, tout court, en fait.
Moi, j'ai vu des trucs où ils disent, ah bah tiens, on l'a vu dans le soft, on met Aces, ah merde, mes couleurs sont trop saturées, je les sature un peu, c'est pas enfin, bon, c'est parti n'importe comment, quoi. Non, mais non, souvent, c'est des contraintes quand même de clients, hein, parce que c'est ce qui fait vraiment bouger les boîtes, hein. Le faire pour le faire, on n'est pas, je pense qu'en France, en tout cas en France, comme on n'a pas, j'ai l'impression que le marché, c'est pas que des micros, que des grosses boîtes à la Technicolor, où c'est un petit peu c'est beaucoup plus petit. On va pas s'amuser, on n'aura pas le temps d'expérimenter en fait. On est dans le dur tout de suite. Donc, Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que je vois, moi, au début, dans un workflow publicitaire, où j'ai commencé à dire et si on basculait en Aces, on m'a regardé un petit peu avec des yeux ronds en disant what the fuck, qu'est-ce qu'ils nous inventent. Mais malgré tout, petit à petit, d'expérience en expérience, et tu commences, enfin, les CG commencent à voir l'avantage, tu commences à travailler avec un autre superviseur, le superviseur a goûté, lui-même veut basculer en Aces. Et à partir du moment où le pipeline est setup, où on sait un petit peu comment mettre en place le système, bah après, de job en job, après, ça devient complètement transparent quelque part. Je dirais que c'est même plus compliqué au bout d'un moment de travailler sans FSI. tout à fait. Moi, ça, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui parce que j'en ai tellement fait. Et revenir en arrière, pour moi, c'est comme revenir à l'âge de pierre, en fait, quelque part. Et là où alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais chez Unit, j'ai mis en place ce truc-là. C'était le premier truc que j'ai mis en place. Alors, quand j'ai présenté avec les images, tout le monde était allez, on y va. Après, il y a au moment de la pratique où là, c'est ah, mais je vois pas mes images dans ma color swatch de la même façon qu'avant. Oui, en effet. Donc, je peux plus refaire mes shaders. Oui, mais en même temps, tu pouvais pas faire tes shaders avant dans le color swatch. Donc, on essayait de se rattraper sur certains trucs. Et là où c'était compliqué, c'est que c'était sur des softs qui color manageaient pas du tout. Donc, là, il a fallu trouver des, euh, des, euh, des hacks en fait pour y arriver. Hein, typiquement, ils bossaient sous 3ds Max. Au color management, bon, t'as rien. À part le gamma 2.2, t'as rien du tout. Donc, il fallait trouver quelque chose pour que pour eux, ça fonctionne. Ensuite, ils étaient sous Véray. Et il y avait un support qui était à l'époque partiel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le display avec l'OCIO. Par contre, tous les shaders travaillaient toujours avec des primaries sRGB. Donc, on se retrouvait avec tout ce qui est génération à base de couleurs spectrales, genre mélanine, ton ciel ou le SSS dans tes volumes, etc. Donc, ou ton fog, enfin, tout ce genre de choses qui bossaient que avec des primaires sRGB. Il a fallu trouver et comme on ne peut pas changer les shaders dans ces packages-là, il a fallu trouver des astuces en fait, pour y arriver. Là, c'est là où on va basculer sur Alexis pour savoir. Donc, de cette EP, tous ces trucs aussi IO, on en a parlé la semaine dernière, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est je suis graphiste, je suis freelance, je vais commencer ma première prod? C'est de mettre les doigts dedans, d'ouvrir la doc de CIO. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des Alors, YouTube, il y a des. ouais, tu as raison, Franck. Mais juste avant, pour rebondir sur les points précédents, je pense que le fait de switcher entre blanc et noir en direct en A6 sur un projet qui comporterait énormément de typologies de plans complexes, c'est un risque, c'est un gros risque. Il vaut mieux y aller step by step, avoir des projets qui sont relativement simples pour commencer, peut-être se concentrer que sur de la 2D, ensuite essayer de faire des plans type CG, ensuite connecter avec le DMP, y aller étape par étape. Parce que le risque de faire un projet qui contient toutes les chaînes, c'est de s'exploser en plein vol, parce qu'il y a plein de notions qu'il faut assimiler. Comme tu disais, Harry, des méthodes qui changent dans les différents softs. Donc, je pense que le plus simple, le plus sain, c'est d'y aller step by step en identifiant bien les projets et ne pas se lancer sur des gros projets, je ne sais pas combien de millions, et sans avoir aucune expérience. Donc ça, c'est le premier point.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Config, à quel point c'est voilà, de mettre en place une config. Ouais, euh, alors, ah oui, c'est bon, je me rappelle de ce que je voulais dire. ACES ou pas ACES, de toute façon, il faut être bien clair sur les informations de labo qui arrivent, parce que même si on est sans ACES, on peut avoir des problèmes, des problématiques d'espace de couleur en entrée, sortie de lutte. Et ça, qu'on soit en ACES ou pas, on a toujours ces mêmes problématiques. Donc, le plus on est carré sur les informations transmises, le plus on est apte à produire rapidement et sans erreur. Voilà. Ensuite, pour la partie implémentation, configuration de CIO, qu'on soit en ICES ou pas, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'il y a une documentation qui est bien fournie sur le net, notamment sur le site officiel. On a des GitHub avec des exemples qui expliquent les différentes notions, les concepts. D'ailleurs, je pourrais montrer en screen share rapidement si vous voulez. Et donc, pour, pour s'imprégner dans la config OCIO, il y a un petit peu de notions à analyser, à comprendre avant en amont. Et en ce qui concerne la config OCIO ACES native, elle est vraiment riche, remplie, avec, comme je disais la semaine dernière, 335 color space. Donc, une bonne pratique, c'est d'épurer au maximum pour éviter d'avoir des erreurs côté utilisation, côté graphiste. Donc, plusieurs studios le font, hein, dont notamment on l'a fait avec Mathieu. On a trimé le maximum de color space pour ne garder que l'essentiel. Donc, la réponse, Franck, de ta question, c'est oui, il y a des ressources, oui, il y a des notions à assimiler, et il y a un petit peu de gymnastique pour mettre en place. Alors, par contre, le problème, c'est que OCIO n'est pas forcément implémenté de la même manière dans certains softs. Par exemple, Nuke va gérer différemment les displays, les looks, que dans RV. RV, on va avoir le look qui va être indépendant, où tu vas pouvoir le flaguer, l'activer à la volée, alors que dans Nuke, ce n'est pas du tout le cas. Donc, en fonction de l'implémentation des softs, il y a un petit peu d'outils à mettre en place pour fluidifier le flow et faire en sorte que ce soit transparent. Donc, il y a des petites subtilités entre les différents DCC, quoi. Voilà. Il faut dire, c'est que ça commence à converger vers un truc qui est de plus en plus... enfin, les gens commencent à comprendre, c'est des demandes des utilisateurs, donc au niveau des softs, ils commencent vraiment à s'uniformiser vers ça. En effet, les looks ne sont pas forcément gérés dans tous les softs. Les looks, c'est vraiment le truc que tu viens attacher en plus de ta lutte de visu. Donc, tu peux avoir des looks par séquence, par shot, et c'est vrai que sous différents formats d'ailleurs, soit en CDL, soit une autre luxe, mais ça commence à converger un petit peu vu que c'est des demandes de plus en plus, enfin il y a de plus en plus de demandes pour ce genre de choses, que ce soit chez Autodesk, que ce soit chez les fonderies, dans toutes les gammes en fait. On verra Ouais. pas mal et typiquement les nomenclatures de Color Space commencent à être à peu près similaires, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. On n'a pas. Ça, c'est grâce à OCIO. L'avantage OCIO, c'est que chaque alias que tu définis dans ta configuration, si elle existe dans le chemin ou dans le nom du fichier, l'OCIO va reconnaître que cette image, par exemple, si j'ai le mot ICCG par exemple dans le chemin, et ben OCIO c'est ah ouais, c'est du ICCG, paf, il switch automatiquement, il fait le bon choix pour toi. Et d'ailleurs, faire les alias, c'est ce que j'ai fait en premier, enfin quand j'ai compris que ça marchait comme ça. Au lieu d'avoir des noms barbares, enfin pour les artistes, des noms barbares et inversement, j'ai fait pas mal d'alias qui, par exemple, si on doit envoyer quelque chose dans Photoshop, le graphiste, il va se mettre en color space to Photoshop ou from Photoshop, alors qu'en vrai, ça fait la conversion en City ou ce genre de choses en dessous. Si on reçoit une image, une HDR, automatiquement, bah, ça va faire le changement parce que moi, je me base énormément sur les nomenclatures de clichés et ça permet de faire un choix automatique, on va dire, de base. Après, on peut le débrayer mais, à la demande, mais ça permet de préconfigurer les choses et de rendre les choses complètement transparentes pour l'utilisateur.
C'est bien, j'aime bien quand vous faites des transitions comme ça pour moi, c'est super parce que le point que je voulais aborder après, bah, c'était justement Photoshop, matte painting. On parle de CIO, on parle de logiciels qui de plus en plus travaillent en ACES. Et si on reparlait de matte painting de Photoshop, 2 secondes. Vaste sujet. Alors, on peut en parler rapidement, effectivement. Photoshop nativement fonctionne en mode entier. Il a une possibilité d'être switché en mode float, 32 bits, sauf que la moitié des features des plugins ne sont pas compatibles, ce qui fait qu'on ne peut pas exploiter au maximum Photoshop lorsqu'on se met en 32 bits, sauf avec Profil ICC. Mais bon, ça, il faut tester. Et donc, une alternative, c'est de débrayer et de se mettre en restant en entier et travailler en log. Donc ça, c'est un workflow qui convient en étant en ACES ou sans ACES, hein. On peut très bien travailler en log-C, en Alexa V3 log-C, et faire en sorte de manipuler des signaux qui sont, on va dire, HDR, mais encodés en log, pour que, de telle manière à ce que lorsque le comp en DMP est fait, ce qui sera ressorti sera du log et sera réinjecté en comp et pourra avoir un signal de HDR. Et ce que ça implique, c'est d'avoir des layers qui simulent du coup la lutte de visu à la main. Donc, en prenant le signal qui vient du log et qui l'affiche avec, en l'occurrence par ACES, avec la RT ou DT. Moi, je veux juste préciser que ça, c'est. Et enfin, qu'on travaille, en fait, dès qu'on fait des matte paint pour le film en général, parce qu'en télé, limite, c'est pas très grave, vu qu'on est déjà en règle 709 et qu'on est clampé. Mais quand on travaille en film, faire les matte painting dans Photoshop, tu as la même problématique, même si tu n'es pas en ici. Oui, c'est ce que. Ouais. Non, juste le préciser, bien le souligner, parce que. Non, mais parce qu'en fait, moi, ce que je voulais dans cette séance-là, c'est qu'on parle justement de tous les gaps, de tous ces workflows et de l'avantage de l'ACES. Donc, j'aime bien l'idée de l'ACES CG. À un moment, on va parler de l'ACES CCT. Moi, en tant que publicitaire, j'aime bien travailler en log pour tout ce qui est beauty, des choses comme ça. Et aussi, comment est-ce qu'on intègre d'autres outils, qu'on soit en linéaire, qu'on soit peu importe. On est en ACES, on est en float. À un moment, il faut qu'on aille dans Adobe. Et là, on va se retrouver, mince, comment on fait, ça ne marche pas. L'astuce, c'est de basculer en CCT, donc d'être en log, pour simplifier, de mettre une cube qui va te ramener ton image log, ici CCT, avec ton moniteur qui est généralement sRGB. Donc, c'est tout simple, on exporte, on est en CCT, on se met dans Photoshop, on met un layer supplémentaire. Ce layer supplémentaire, on load de la cube file qui te ramène en sRGB. Et là, non seulement tu es avec une large dynamique du log, si tu dévalides tout d'un coup ta petite lutte, tu peux voir tous tes niveaux noirs, tu peux voir là où ton matte painting failed et pas pile poil. Et tu, voilà, on-off, on-off. Donc, bien résumé, Franck. Ouais, oh, merci. Alors après. Ouais, non, je me lance, je prends les plates, je les rentre dans mon flame. Et là, tout d'un coup, j'ai une voiture qui arrive avec ses phares. Et qu'est-ce qui se passe? Je rappelle Mathieu en catastrophe. Il y a un problème. Je ne sais pas si Mathieu est toujours là. Mathieu, tu vas sauter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'était effectivement l'idée de traiter un peu les problèmes. Donc, en décise, un des problèmes principaux qu'on peut avoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle des couleurs orgamutes. Donc, l'idée, c'est que la caméra, dans son capte, enregistre des couleurs qui vont être représentées dans un espace couleur du constructeur et que ces couleurs vont être hors du gamut de l'SCCG. Donc, ça va générer des clips, des valeurs négatives, et du coup, ça va typiquement faire des beaux aplats bien clippés, en particulier sur. Alors, on a ça sur tout ce qui est néon, phare de voiture, gyrophare de police, typiquement dans les couleurs bleues en Alexa, par exemple. On peut aussi avoir des out of gamut sur des problèmes d'aberration chromatique, typiquement sur des anciennes optiques où on a des gros. Dès qu'on a des forts contrastes dans des très hautes lumières, on a des bords magenta qui vont être out of gamut, donc ça va nous faire des beaux aplats magenta bien coupés.
On a des exemples là? Je sais pas, on avait préparé des exemples ou Je pas? pense qu'Alexis a des petits exemples à montrer. Oui, alors par contre, je n'arrive pas à partager mon écran. J'étais en train de t'envoyer un message. Ah, ouais, alors attends, je vais t'autoriser. Hop, hop. Donc déjà, de dire que il faut pas avoir, c'est pas des couleurs c'est des couleurs qu'on va avoir clippées en affichage, hein, mais qui sont toujours bien dans le signal source d'origine. Donc, faut pas avoir peur de ça, quoi. Il faut juste apprendre à vivre avec. C'est des valeurs négatives. Mais effectivement, on peut en général passer un peu de temps là-dessus. Alors, je laisse. Bah, moi, par exemple, c'est là où je me suis méchamment gaufré quand j'ai commencé à travailler en E6. Je pensais, on m'avait expliqué que c'était white gamut, que mon triangle était très large, que la vie était belle. Et là, tout d'un coup, je me retrouve avec des plans, avec des valeurs toutes cassées. Ouais, donc là, par exemple, on a une voiture avec des phares. Bon, l'exemple n'est pas super parlant, mais on peut voir l'effet là sur le bord des phares. Si je pique, alors, tac. Bon, là, j'ai pas de valeur négative, mais on peut voir des comportements assez bizarres sur. Bon, là, on n'est pas en LED. Attendez, tac, voilà. Et donc, du coup, pour justement le cas d'usage qu'évoque Mathieu, par exemple, sur les LED, les lumières bleues, du coup, A6 a mis au point une matrice qui permet de faire un BlueFix. Donc, la LMT s'appelle BlueFix. Et typiquement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va modifier l'entièreté du signal pour éviter d'avoir des out of gamut. Et donc, si je l'applique, là, on peut voir que l'effet un petit peu space s'enlève. Donc, il corrige le signal. Par contre, si on dézoome un peu et qu'on regarde l'entièreté de l'image, il altère assez méchamment les verts, en fait, qui viennent altérer le ciel. Il y a un gros travail en ce moment, justement, du futur d'Ices. Alors, pour le coup, moi, je partagerais bien aussi mon écran pour montrer les trucs. Ouais, Vas-y. je vais donner les autorisations maintenant. Faites-vous plaisir, les gars. C'est bon? Waouh! Oui. Alors, je vous partage un truc du gamut mapping, justement, donc du site A6 Central. Parce que ça, c'est une grosse discussion qui se passe d'ailleurs en parallèle en ce moment même. Il y a le workgroup sur le futur de la RRT, parce que se posent des questions justement sur comment ces traitements. Alors, il y a des problèmes à l'entrée, typiquement, la caméra, elle a un signal RAW et il y a un matrissage qui est fait avec un traitement qui fait qu'on se retrouve avec des valeurs négatives. Donc ça va être potentiellement traité dans l'IDT. Donc il y a un travail sur les IDT et il y a aussi un travail sur les RRT. Donc ces choses-là doivent se compenser parce qu'il y a des problématiques. J'interromps 2 secondes. Tu peux nous rappeler les termes? Oui, alors IDT, c'est Input Device Transform. C'est la partie qui nous fait la translation entre le gamut natif, l'espace colorimétrique de captation pas de captation pour le coup, mais d'enregistrement d'une caméra ou d'un scanner. Alors, justement, je fais la nuance entre captation et enregistrement, parce que potentiellement, une caméra peut enregistrer un gamut, enfin peut capturer, son capteur peut capturer des choses, et il peut en enregistrer un autre. En tout cas, et ressortir des choses. Et d'ailleurs, on peut, à partir du RAW, faire des matriçages différents. C'est-à-dire que, par exemple, dans les paramètres de la RED caméra, on peut sortir du RED log film, changer le gamut, changer la fonction de transfert. Donc, ces choses-là sont ensuite, on a un espace qui est ensuite rematricé vers l'ACES, sauf que cette opération mathématique, potentiellement, si la caméra a des valeurs extrêmes ou si le rendu a des valeurs extrêmes, ça peut donner des valeurs qui sont fausses. Donc, elles peuvent être. Il y a toute la question justement de comment on fait pour traiter ces valeurs, parce qu'il y a des problématiques où, par exemple, quand on doit rendre sur un gros film, vous avez un labo et vous êtes un prestataire qui fait une séquence de VFX, et le film est en ACES, potentiellement le sup VFX va faire des différences maths, et si vous avez appliqué
une matrice comme vient de le faire Alexis, eh ben, les différences maths, ils ne seront pas nuls, ils ne seront pas complètement noirs parce qu'on aura retouché certaines parties d'image. Or, si c'est dans le contrat que vous devez intégrer un truc et que tout ce que vous n'avez pas touché doit rester transparent, il va falloir processer les images différemment pour être sûr que uniquement, enfin, qu'il y a juste ce que vous avez ajouté qui est bon. Mais le problème, c'est que vous, si vous récupérez des images qui viennent de la caméra, qui n'ont pas été, qui ont ces valeurs potentiellement négatives, bah, dans la partie comp, ça va générer des problèmes, des artefacts, des trucs comme ça. Et si vous les clampez, bah, quand vous inversez le process à la fin, ça ne va plus marcher non plus, ça ne va pas être transparent. Donc, il va falloir séparer les parties et ça peut être un peu tricky. Donc, en ce moment, il y a un travail. Ouais. Je disais, c'est un peu de gymnastique, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas donné à tout le monde de laisser faire les professionnels. Mais après, justement, il faut se mettre un petit peu dans ce truc-là. Et ce qu'on espère, justement, c'est que les inputs des gens qui bossent dessus vont simplifier le problème. Mais après, il faut se mettre d'accord. Donc là, en ce moment, on est dans ce process. Parce que ce qui est aussi important, c'est que le process de développement d'ICs est devenu beaucoup plus collaboratif. Maintenant, il y a des groupes de travail qui sont ouverts, vous pouvez contribuer, vous pouvez échanger justement là sur le site que je partage, AC Central, il y a toute la communauté, donc c'est super intéressant aussi pour voir par exemple où en sont les logiciels, parce qu'il y a des utilisateurs qui disent tiens, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et il y a quelqu'un qui va lui répondre, bah oui, en fait, cette fonction-là, son black body et trucs comme ça, il est encore un peu moisi, il faut attendre la prochaine version pour le fixe. Enfin, c'est tous ces trucs-là. Il y a vraiment des retours d'utilisateurs qui font qu'on n'est pas obligé non plus de tout tester quand on est un peu on peut poser des questions, puis on peut participer à l'élaboration et donner son avis. Alors là, en ce moment, quand on est sur des sujets hyper techniques qui impliquent des niveaux assez élevés, il y a des opinions très marquées. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait avec les valeurs? Est-ce que la manière dont on les compresse, ça pose plein de questions philosophiques pour les gens dont c'est le métier. Ça peut être un peu abscon pour ceux qui sont simplement utilisateurs. Mais là, par exemple, ce que vous voyez sur l'image que je partage, la manière de traiter justement les out of game mute et les valeurs fortes, et, ben, ça donne des rendus qui sont strictement différents. Il y a un moment, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut avoir une couleur qui est clippée dans le blanc, clippée sur une couleur, avoir des impacts justement forts sur des fixes comme le blue fix où on va faire shifter une partie de la couleur. Il y a un moment, il va falloir faire des compromis et se mettre d'accord sur ces compromis. Donc, c'est là où avoir aussi des points de vue de différents types d'utilisation, c'est super important parce qu'au départ, ACES, c'est quand même un workflow qui est très orienté étalonnage, avec la notion de se dire, enfin, la philosophie de départ, c'est de se dire, on va essayer de faire que les caméras numériques ressemblent à ce qu'on aimait bien dans le film. Donc, il y a toute une partie de la construction intellectuelle des modules de rendu et tout ça qui s'est faite là-dessus. L'arrivée des gens du CG, elle est beaucoup plus tardive. Et on voit bien ce que tu disais tout à l'heure, Harry, sur justement la plaine d'Enviré et tout ça. Ça a commencé à vraiment marcher en ACES. Bon, déjà, il a fallu que les gens du CG... En fait, le truc un peu fou aussi, moi, j'ai mis du temps à comprendre, c'est que finalement, les gens du CG comprenaient rien au color management. C'est-à-dire que pour la plupart, dans les moteurs de rendu et tout ça, alors même qu'ils parlaient spectral, en fait, ils faisaient des copier-coller en mode Stack Overflow de trucs qu'ils récupéraient dans les publications et ils n'avaient pas la moindre idée de comment ça marchait. Et donc, résultat, après le jour où il a fallu dire bon, il va falloir qu'on mette du color management par-dessus, bah, ils ont dit c'est pas dans Stack Overflow. Parce qu'effectivement, on était dans des trucs un peu touchy. Et donc, il a fallu que Stack Overflow se remplisse de color management pour que les gens puissent commencer à l'implémenter. Et donc là, ça y est, on commence à arriver à cette maturité où, mais c'est récent, hein, typiquement, les Redshift, tous ces machins-là, ça date de 2020. Je pense qu'il y en a même qui ont profité du confinement pour commencer à bosser le color management. Donc c'est vraiment super, super récent. Et c'est en récupérant les inputs de tout le monde qu'on va commencer à faire un truc qui fonctionne. Oui, c'est très trendy en ce moment chez les développeurs. Donc, tant mieux. Alors moi, je voulais enchaîner sur un point. Alors voilà, ça y est, j'ai corrigé mon problème de phare, j'ai mis le BlueFix. Moi, ça me va bien. Après, l'étalonneur à récupérer la chose. Et à un moment,
faut que je mette une typo. Alors, je suis en E6, la vie est belle, je récupère mon petit élément, je le drop sur ma timeline, et là, qu'est-ce qui se passe? Qui se lance? Bon, je vais y aller. Alors, ouais, les typos. Oui, parce que alors, on parle de typos, mais aussi peut-être de motion graphics ou de logos ou autres qui ont une couleur très particulière et que le client est très attaché à ces couleurs-là et que ça les embêterait que ces couleurs-là ne soient pas retranscrites sur leur film. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver parce que comme nos typos, admettons, on veut mettre une typo qui est blanche, qui est purement blanche, étant donné qu'on tone map tout en E6, le blanc n'est plus au même niveau, donc le blanc qu'on connaissait qui était blanc, il est beaucoup moins blanc. Est-ce qu'il peut y avoir un blanc? Moi ma typo, elle doit être blanche. Est-ce que je peux être Ouais, blanc? en fait, elle va être très claire, mais est-ce qu'elle va être blanche comme tu dis, en mode comme tu connais tu peux aller dans les valeurs assez hautes, ça sera blanc, ça, à un moment donné, tu vas plus voir de différence. Mais ça va dépendre de ton tone mapper de sortie. C'est-à-dire que si ton tone de mapper de sortie est en rec 709, tu vas avoir une valeur, il faut pousser la valeur 16, je crois, un truc comme ça, dans les environs, dans ces valeurs assez hautes. Mais si tu as une compression qui est beaucoup plus forte parce que tu es en HDR ou autre, ou tu utilises une autre courbe de ton mapper, là, bon, ton blanc, il est plus au même niveau. Enfin, tu peux avoir ce problème. Admettons, on est en rec 709, parce que c'est ce qu'on sort d'habitude. Tu mets ta typo très haute, mais le problème que tu vas avoir, c'est comme tu mets une valeur assez haute, l'anti-alias de ton alpha va pas suivre. Parce que, et tu vas avoir des typos qui sont crénelés. Alors, quand tu fais de la CG en général, quand tu as quelque chose d'assez fort, souvent tu blooms. Tu fais un bloom, tu fais une espèce de petit glow qui est logique en fait, parce que c'est un peu comme quand tu as des photons qui arrivent sur ton capteur et qui s'étalent. Mais quand on fait de la typo, on ne veut pas ça. On veut pas ça. Donc, le faire directement en SCCG, ce que je recommande, c'est de ne pas le faire en SCCG directement, mais soit vraiment on sépare cette étape-là d'ajouter les typos, de faire, je sais pas, on appelle ça du finishing ou peu importe comment on l'appelle. Et donc du coup, on burn tout de suite nos images directement sur la target qu'on veut, donc Rec 709 par exemple, et là on met nos typos et on est comme avant. Donc ça se passe plutôt pas mal. Sinon, l'autre solution peut-être, c'est de convertir en log, de mettre sa typo et de revenir après derrière, et ça peut marcher aussi. C'est vraiment... Mathieu, comment vous faites les génériques de films? Et du coup, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'en général, donc nous, en tant que labo, on récupère souvent les génériques en Rec 709, pour le coup, parce que du coup, on préfère à un moment dire au motion design, faites comme vous avez l'habitude de faire. Et du coup, après, nous, au DI, on va aller faire le comp. En général, pour faire le comp, alors il y a plusieurs techniques, mais souvent, on a tendance à utiliser donc une inverse RRT qui, du coup, va remettre notre Rec 709 en E6, et on le fait à travers l'inverse de la lutte S6, RRT, et ça marche plutôt pas mal. Et après, on va les comper en log, parce que ce qui est assez simple pour nous, parce que du coup, en étalonnage, on est souvent plutôt en log dans la partie processing, quoi. Et ça marche plutôt pas mal. Après, les questions qui se posent où c'est plus compliqué, c'est effectivement les problématiques d'aliasing qui arrivent des fois, ou en fait, j'ai un mode de fusion de ma typo que je vais faire avec l'image qui est dans tel mode de fusion, et quand le mode de fusion en log ne va pas réagir de la même manière que le mode de fusion quand on est en Rec 709. Donc, on passe pas mal de temps à des fois chercher le trick, ce qui fait qu'on va se retrouver bien, avec en tout cas raccord à ce que notre graphiste veut, mais en général, on s'en sent plutôt pas mal. Après, ce qui est plus compliqué, c'est en HDR, parce qu'effectivement, du coup, en HDR, on va avoir un moment, une problématique où il y a un titre qui a été validé en Rec 709, en HDR,
et on va avoir besoin de placer en HDR, donc avec une dynamique plus forte. Il va falloir choisir un moment comment on le place, à quel endroit du signal. Donc soit on le place en SDR dans le HDR, mais du coup en fonction de l'image qu'il y a derrière, et ben en fait le blanc on va avoir l'impression que notre blanc à 100 candela il est tout gris parce que l'image derrière elle est à 300 et du coup il va falloir monter le blanc. Donc il y a vraiment une problématique de placement du motion design sur le HDR. Je pense que c'est des questions qu'on commence à se poser, hein, et probablement que sur les plateaux VFX, dans pas si longtemps que ça, il y aura des moniteurs HDR pour pouvoir faire le QC des VFX en HDR, ça c'est certain. Quoi. Et puis pas que pour les typos, hein, pour le coup, je pense Une question du coup pour toi, Mathieu. Quand on était encore à la péloche, qu'on scannait. C'est le même problème. Ouais, on est d'accord. Toutes ces problématiques ACES, enfin log plus LUT qu'on a derrière, ou toutes les problématiques de workflow qui sont scene referred, donc en fait on attache toute l'image à la scène et après la dynamique c'est le display et la lutte qu'on va faire qui va réduire la dynamique vers notre afficheur. C'était exactement les mêmes problématiques quelque part qu'on avait quand on avait un scan en log et une lutte film et qu'il fallait placer la typo. C'était encore pire parce que la lutte film était tout sauf inversible. Hein, donc, à l'époque, le graphiste qui avait fait son rouge et qui voulait le vrai rouge et qu'il fallait que le rouge soit bon à travers la lutte film et que la lutte film, les rouges saturés, elle ne savait pas faire. Du coup, de toute façon, on avait des compromis à trouver à un moment. Donc il y a des choses qui existent en S6, mais qui ont toujours existé dans les workflows films depuis des années. D'ailleurs, on peut vraiment faire l'analogie S6 CCT RRT à ce qui aurait été un cinéon avec une lutte fine ou un Loxé avec une lutte Harry. Mais parce qu'on peut inverser au lieu de ici, c'est quand même un poil plus simple. Quoi. C'est un poil plus simple. Non, mais c'est clairement plus simple. Et c'est beaucoup plus simple aussi quand on a des sources, des archives qui rentrent en Rec 709, toutes ces choses-là, et qu'il faut aller mélanger avec des sources différentes. Ça marche c'est livré avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus la partie j'essaye de faire du reverse engineering pour comprendre comment ça marche. Là, globalement, dans tout le package ACES, tel qu'il est implémenté dans les outils, il y a déjà toutes les inversions, enfin tous les trucs de base. Après, pour certains usages, on est obligé d'aller bricoler des trucs avec un OCIO, Backlut ou des trucs comme ça, mais c'est déjà quand on est en mode super advanced par défaut, il y a déjà l'essentiel de tous les outils nécessaires pour faire ce genre de choses. Ouais. Dans les applis. J'adore comment ça se passe, que toutes les transitions se font en douceur, c'est super. Et est-ce que, pour finir sur ce truc de... Ouais, vas-y. Excuse-moi, Franck, sur le motion design, est-ce que tu disais qu'effectivement, des fois, c'était plus simple d'aller becquer la RRT et de mettre les typos par-dessus. Je pense que c'est des choses qui marchent encore assez bien en pub. Sur les workflows en télé, aujourd'hui, avec Netflix, je pense que c'est impossible parce qu'on est tenu de sortir un ungraded master quelque part, où globalement, on doit avoir la typo becquée à l'image, sans la RRT, sans l'étalonnage, sans rien. Et justement, une des solutions, est-ce que ça ne serait pas d'avoir une espèce de workflow hybride où tu vas sortir avec un masque, en fait, un cache pour qu'ils puissent recomper par derrière de leur côté en DI? On fait souvent ça. Hein. De toute façon, aujourd'hui, nous, on va dire en DI, je dirais que plus de 50% du motion design qu'on reçoit, il est compé au DI. Quoi. Enfin, typo, générique début, typo avec des effets. On commence même du coup à faire des compes avec des effets de fusion qui ne sont pas juste un over basique. Oui, bien sûr. Mais du coup, là, la question elle est plus pour justement les contraintes clients, tu vois, type Netflix. Est-ce que ça, c'est un workflow possible de leur fournir le masque en plus? Non? Pas du tout? Non, normalement, tu fournis tout au DI. Hein, c'est eux qui font. Mais même le DI, Netflix doit fournir une confo non étalonnée en ACES avec tous les VFX et les typos, tout ça, béqué dans l'image. Justement, il y a 2 points. Alors là, j'hésite entre deux possibilités d'enchaîner. C'est justement, continuons sur justement cette histoire de DI. Est-ce que ça veut dire, j'ai compé, je suis en ACES. Alors, on dévie un petit peu de l'ACES, mais on va parler un petit peu de HDR. Est-ce qu'il y a 2 étalonnages? Est-ce qu'on étalonne différemment sur un écran HDR que sur un écran SDR, enfin en Rec 709? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura 2 étalonnages, donc avec vraiment 2 impressions visuelles très différentes ou pas? Oui.
Donc, c'est double boulot. Pas forcément deux étalonnages complètement différents, mais la différence de dynamique entre les deux afficheurs fait que de toute façon, le rendu de l'image, si on touche à rien, va être fondamentalement très différent, quoi. Enfin, pas pour toutes les images, mais dès que tu as une image avec une source qui a une forte dynamique, en HDR, on va avoir des rendus qui sont très différents. Typiquement, Pardon, je continue, pardon, excuse-moi. je disais une découverte, par exemple, avec une découverte relativement surex en SDR, et ben, comme on va tone mapper très fort les hautes lumières, on va avoir un espèce de truc un peu gris, laiteux, blanc dans la découverte. On va passer en HDR où on va du coup redéplier tout ça et tone mapper beaucoup moins fort et on va voir tout le décor derrière. Bah, justement, je voudrais réagir. On m'a dit, enfin, quand je me suis renseigné, que et tu me dis si enfin, tu pourras confirmer ou pas, mais si tu sais que tu vas sortir de l'HDR, il est peut-être mieux de faire ton étalonnage en HDR d'abord et ensuite faire la compression en SDR. Est-ce que ça, c'est Oui, je pense que c'est plus simple parce que c'est plus simple une fois que tu as réglé proprement tout ton film avec une large dynamique, quand tu compresses tout, tu as moins de surprises que quand tu réétends l'ensemble, mais c'est pas toujours possible parce que typiquement sur les films de télé, Netflix, c'est facile, mais sur un film de cinéma où de toute façon le master c'est la salle, donc c'est de fait un master en SDR. Donc, tu vas passer 15 jours en étalonnage à faire une version SDR et après, tu as juste une ligne de livrable pour une chaîne où il faut faire une version télé HDR. Bah, du coup, tu as 2 jours pour la faire. Il y a beaucoup de psychologie derrière, hein. C'est vrai que la partie la plus importante, c'est le temps passé. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens choisissent le master, on va dire, psychologique, celui qui compte le plus pour eux. Même parfois pour des films, enfin nous on l'a beaucoup vécu avec Eclaircolor. Alors maintenant il y a aussi un phénomène qui est la maturité du marché, c'est-à-dire que nous quand on a démarré les étalonnages Eclaircolor, la plupart des chefs-op français n'avaient jamais vu un signal HDR. Donc en plus évidemment il n'y avait pas de retour HDR sur le tournage, donc eux ils posaient leurs films pour le SDR et tout ça, et même nous d'ailleurs c'est à cette occasion-là aussi qu'à l'époque chez Eclair on avait démarré les workflow A6 parce que ça permettait facilement de passer de l'un à l'autre et nous on s'était fait une sortie Eclair Color, donc en fait on faisait des correspondances assez simples, mais le problème c'est que même par exemple si on a fait ça, si on a passé 15 jours sur le P3 en SDR, qui a déjà une belle dynamique hein, par rapport à du Rec 709, parce qu'on a déjà 2000 de contraste plutôt que, en général, enfin, le Rec 709, on considère plutôt qu'on est autour de 700-800, donc on est déjà bien. Mais en fait, quand on va ouvrir, il y a ce phénomène, une découverte, typiquement, le ciel il va être bleu, il va être gris, donc en fait, il y a des choses qu'on va voir, qu'on ne voyait pas avant. On va voir aussi des choses aussi super importantes, parce qu'on parle toujours des hautes lumières, mais aussi dans le noir. En fait, il y a plein de choses que les gens pensaient pas qu'on allait les voir, des câbles qui passent et des trucs comme ça. En fait, d'habitude, c'est dans le gris. Puis là, soudain, on les voit. Donc, se pose plein de questions. Alors, l'avantage de ici, c'est que les profils, ils font un truc qui est plus ou moins basé sur de la perception, qui fait que ça donne un truc par défaut quand on passe de l'un à l'autre. Ça fait une bonne base de travail. Mais après, il y a tout un côté psychologique. Il y a Jean-Antoine Lacolle qui a fait une vidéo là-dessus, justement, sur le fake HDR, tout ça, parce qu'il y a plein de débats sur des youtubeurs qui disent regardez, moi j'ai acheté Blade Runner, c'est de la merde parce que c'est pas du vrai HDR, tout ça. Mais il y a des trucs, il y a des intentions artistiques, tout ça, il y a plein de sujets. Typiquement, nous, ça arrive, tu vois, là on a fait des films pour Netflix où on a commencé par faire une version cinéma, et en fait, quand on passe au HDR, on peut aussi nous bosser en tant que labo pour proposer quelque chose à l'étalonneur quand il passe en HDR qui va être très proche de son SDR. En gros, on va refaire une curve qui va tasser le signal, et après lui, en jouant sur cet outil-là, il va pouvoir réouvrir son signal un peu à la demande en fonction de ce qu'il veut. Et une fois que tu as bien réglé ça, ça marche très bien, quoi. Par contre, effectivement, si tu prends direct des fois l'image en disant je me mets en HDR, je mets mon A6, c'est génial, ben, ça va être pas mal, mais des fois, effectivement, ça peut être assez loin de ce que tu as vu en SDR, mais c'est des trucs, enfin, les labos, on commence à avoir pas mal d'expérience là-dessus. En tout cas, nous, à Micros, on a développé pas mal de courbes comme ça pour pouvoir proposer un HDR qui est avec peu de dynamique, mais où du coup, tu as des outils assez faciles pour aller déplier un peu en fonction de quand on a besoin. D'ailleurs, juste
alors, moi, c'est l'expérience que j'en ai avec les luttes qu'on a et les différents taux de mapper ACES. Alors, j'ai updaté mon écran récemment, donc j'en ai pris un bien. Et ce que j'ai trouvé qui était assez bien foutu avec les différents trucs, quand on bascule en P3, en sRGB, en Rec 709 et qu'on applique les bons taux de mapper de sortie, on retourne vraiment sur des trucs qui sont à peu près pareils, à peu près homogènes sur le même écran. Et Ça marche très bien. ouais, je trouve ça assez fantastique parce que le réglage que tu as fait pour l'un se transpose particulièrement bien sur l'ensemble des différents taux de mapper. La différence, c'est que forcément, certains sont un peu plus limités que d'autres, donc forcément, tu vas perdre un petit peu là et là, mais globalement, c'est assez bien foutu, quoi. Je trouve ça très équilibré, en fait. Et on a finalement très peu, nous au labo, je sais, sur des projets en HDR, par exemple, on a très peu de problèmes de VFX qui reviennent, où il y a des problèmes de dynamique sur le comp. Globalement, ça se passe bien parce que les taux de mapper marchent bien. Les graphistes, ils ont quand même l'habitude d'aller checker leur comp un peu. Et au final, ça sort plutôt. C'était mon point suivant. Alors, HDR, VFX, combien est-ce qu'il faut d'écran HDR sur le floor? Juste au dailies ou c'est quoi votre point de vue? Alors, idéalement, mais on l'aura pas. Mais avoir un ou deux écrans en délice où on peut regarder les choses correctement dans un environnement contrôlé, pour moi, c'est essentiel. Hein. Ça devient le juge de paix, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Après, une bonne télé 55 pouces, effectivement, calibrée correctement, dans une pièce sans fenêtre, ça fait déjà du boulot, quoi. Et même aujourd'hui, un OLED 55 pouces bien réglé en HDR, ça marche très bien. Tu vois. Après, ça va clipper un peu en dessous, mais on peut mettre un écran d'étalonnage HDR côte-côte, on est vraiment très proche. Après, je sais que, par exemple, il y a pas mal de discussions dans certains studios sur effectivement, donc un écran de 55 pouces, c'est bien, parce qu'il y a une question qu'un écran HDR d'étalonnage, ça coûte 30 000 €, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, des bons périphériques HDR, en dehors des télécrans publics qui sont pas si mal, mais qui font 55 pouces, en 25 ou 30 pouces, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir j'ai un monitoring HDR. Ouais. Il y a LG qui va sortir un super truc là bientôt, apparemment. Il y a Samsung qui bosse là-dessus aussi, mais même par rapport à l'étalonnage, moi, ma reco, ça a toujours été d'étalonner sur la télé et vérifier sur le petit. Parce que de toute façon, à la fin, les gens, ils regardent sur la télé. Puis même nous, je me souviens, au départ, même quand on faisait du QC, les premiers QC, parce que la première série qui avait été faite en ACES en France, c'était chez Eclair, c'était le truc pour Netflix avec Depardieu, je ne sais plus comment ça s'appelait, Marseille. Et même ne serait-ce que quand on a fait une version HDR, mais pour le coup, elle n'a pas été, je sais pas, c'était en avance, c'était là qui était livré, mais regarder des contenus HDR sur un écran de 30 pouces, en fait, même faire du QC sur un écran de 30 pouces, il y a des trucs qu'on ne voit pas, en fait, tout simplement. Quoi. Non, c'est clair. En fait, c'est quand même important de regarder sur un grand écran parce que ne serait-ce que les problématiques de texture, de grain, de ces machins-là, quand c'est trop petit, et surtout quand c'est lumineux, on ne s'approche pas. Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. Quoi. Là, les problématiques, c'était plus effectivement le jour où on veut mettre un écran HDR derrière un compteur, quoi, ou un mec qui fait du light entre qu'est-ce qu'on peut mettre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas. Avoir des dailies en HDR, je pense qu'en VFX, c'est intéressant. Puis il y a un vrai problème aussi de santé, hein. C'est-à-dire que mater un écran HDR toute la journée, ça nique les yeux. Hein. Ça, c'est un vrai sujet. D'autant plus, alors maintenant, les recos sont en train d'évoluer sur le blanc diffus et sur la lumière ambiante avec la BT 2100. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont ça pose de vraies questions. La bonne vieille méthode de jouer avec son exposure pour voir le truc, ça fait forcément mal aux yeux. Mais une fois de temps en temps, voir le truc pour prendre du recul sur un grand écran,
Ça, pour le coup, Mais je sais que quand nous, avec les étalonneurs, on a quand même pas mal bossé, typiquement pour leur proposer des espèces de courbes de base pour qu'ils puissent commencer avec des trucs où tu ne te prends pas du 600 candela dans les yeux en début d'étalonnage, parce qu'effectivement, ça, tu peux te faire mal au crâne. Et en VFX, il faudra faire attention pour que quand tu affiches ton alpha, et ça s'affiche pas 1000 candela à la base. Enfin, les outils d'étalonnage ont beaucoup bossé là-dessus pour maintenir des luminances correctes en fonction de quand tu es en HDR. Aujourd'hui, un New qui ne sait pas du tout faire ça, c'est sûr. Non, non, ça arrive. J'ai été surpris, mais ça arrive. Bah oui, mais parce que tu bronzes. Tu vois plus rien. Alors, je ne sais pas si dans les gens qui sont connectés, si les gens veulent réagir, n'hésitez pas, tous les micros peuvent être allumés. Je crois qu'il y avait une question, mais c'était de Marc. Il y avait très très longtemps, oui, j'ai vu ça, j'ai vu un peu trop tard, je suis désolé, mais vas-y, enchaîne là-dessus. Oui, donc vis-à-vis est-ce que Affinity Photo est plus friendly en termes de AC? Je ne sais pas si c'est bon pour les graphistes, ça lui. Moi, ce que je disais, c'est qu'il est beaucoup plus friendly que Photoshop, ça c'est sûr, parce qu'il va lire tes configs au CIO et il va bosser en natif en float, et tous les outils fonctionnent en float. L'expérience que j'en ai, c'est que je fais exactement ce que je peux faire avec Photoshop avec. J'ai pas de soucis en soi. J'en ai pas eu en tout cas à mon niveau. Tu peux utiliser les brushes de Photoshop, certains plugins, pas tous, parce qu'il y en a qui sont limités par le côté entier et float. Moi, je trouve que c'est une très bonne alternative et surtout, je vois un petit peu la communauté. Il y a beaucoup de gens qui switchent d'Adobe pour aller vers ce soft, notamment, alors pas forcément sur les fonctionnalités, parce que les fonctionnalités sont, je dirais qu'on est un poil en retard par rapport à Photoshop, notamment avec tous les derniers trucs à base de filtres, à base de machine learning ou ce genre de choses. Mais ça fait le job très bien et les gens switchent parce que par rapport à la politique d'abonnement de Photoshop, enfin d'Adobe, ils préfèrent avoir ça. Alors, ça marche sur Windows et Mac, il me semble, mais pas sous Linux. Et il y a beaucoup de demandes sous Linux, mais ils ne veulent pas le faire pour l'instant. Ils n'ont pas les ressources pour le faire. Voilà. Et ils sont assez réactifs au niveau dès qu'il y a un bug ou un truc comme ça. Il y a des updates très régulières. Voilà. Moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien, mais et il n'est pas très cher. Donc, ah non, c'est pas cher, non. Non, bah merci, parce que je sais pas trop ça en termes de graphisme. Moi, je l'utilise que très très peu, mais non, c'est bon à savoir, puisque si on a quelque chose qui est à peu près, enfin, Photoshop est très bien, mais Photoshop depuis des années, enfin, les luttes de Photoshop, ça a toujours été un enfer. Après, moi, je ne fais pas de map painting, hein, donc je parle de mon expérience à moi qui est plutôt positive parce que à la base, j'aime pas trop Photoshop, mais c'est pas par l'interface ou les outils, mais plus j'ai du mal. En fait, j'ai un blocage. C'est un blocage. C'est les différences entre l'alpha, le transparent et qui sont et comment les calques, enfin les fonctions de transfert se font. Je trouve ça un peu bizarre en fait. Moi qui est habitué à un truc un peu plus cartésien, un peu plus plus, moins, fois, divisé, j'ai du mal. J'y vais pas. Enfin, je me retrouve toujours avec des liserés, des trucs. Enfin, bref, voilà. Mais bon, c'est moi. Il y a des. Merci. Là, on peut peut-être enchaîner justement c'était un petit point qu'on voulait aborder, les outils qui marchent pas. Donc justement, moi je me suis rendu compte que dans mon tree, j'arrête pas de basculer entre CG, CCP, CG, ça n'arrête pas, ça bronze. Donc Chroma Key, je sais pas mais Chroma Key, on est CG, on est content. J'aime bien, c'est moi qui veux répondre, je suis le donné du service. Perso, alors, encore une fois, peut-être j'en fais pas assez. J'ai pas trouvé de problème particulier, en fait. Que ça soit mieux ou moins bien, d'ailleurs. Non, c'est vrai que là, nous, on fait tous nos chroma key en CG et en fait,
On n'a pas de souci. On a parlé de la typo déjà. Bon, la typo, soit on fait monter les blancs à 16 avec ce qu'on a dit, soit on se met en rec. Si de toute façon on livre en rec à la fin. Beauty, ben, on bascule en log parce que justement on parlait des outils de transfert de Photoshop. Très vite, on va commencer à jouer sur les différentes options de compte. Ce que tu appelles beauty, c'est quoi? C'est Tous traitement les de traitements de peau, comment adoucir toutes les peaux, comment despoter, peau. faire un petit peu de grade. Ça, c'est très spécifique à la pub, hein, j'imagine. Ouais, on va dire que ça pour rester politiquement correct, mais la beauty se fait, je pense, pour beaucoup plus. Je crois qu'il y a même une Non, compagnie qui l'a fait son on fait du double, hein. Non, mais on fait de plus en plus de beauty quand même en long métrage. Hein. Ouais. C'est quelque chose. Moi, j'ai bien aimé l'article que je lisais aux États-Unis où maintenant même ils ont retiré ce budget-là et ça va sur le salaire de l'actrice. Donc c'est assez rigolo maintenant. De l'acteur, d'ailleurs. Ouais, si elle veut faire sa boutique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis bah, après ma timeline. Alors si, ça c'est le gros truc où je parlais des erreurs, où moi qui ai basculé dans les six, là où je me suis un petit peu gaufré. On travaille en 3K ou 2K et demi, j'ai ma timeline en HD, je suis en SCCG, j'ai des resize, et là bah, j'ai des petits pixels foireux. Donc on a parlé des flashs ou et des pixels négatifs, mais le resize, on en parle 2 secondes. Les problèmes, de toute façon, le resize ou même les outils dont tu parlais avant, le keyer et tout ça, ça dépend si les éditeurs ont fait le boulot. Alors déjà, s'ils comprennent le sujet. Alors maintenant, je pense qu'ils le comprennent tous. Mais parce que typiquement sur un keyer, si c'est fait intelligemment, tu as quelque part une petite lutte qui détecte, comme disait tout à l'heure Harry, c'est-à-dire que dans le pipe, maintenant, dans les pipes des softs, il y a un flag qui dit quel est le type, enfin quel est le signal qui rentre. Alors si les gens ont fait correctement leur color management, parce qu'à l'époque, il y a quand même plein de gens qui en Nuke faisaient passer des trucs, c'était pas propre. C'est censé travailler en linéaire à Nuke, hein, mais bon, moi j'ai vu plein de fois des choses où c'était. Oui, mais tu sais, des fois, il y a des trucs oui, ça marche, oui, ça marche. C'est pas logique, mais ça marche. Voilà. Donc si on se met bien d'accord sur le fait que le signal il est bien flagué comme il faut à l'entrée du truc, si l'éditeur a fait son boulot, il va essayer de trouver, de mettre éventuellement la petite lutte ou le node de color manage en entrée pour que ça se passe bien pour ton outil. Mais pour ça, il faut quand même 2 conditions, que ça soit bien mappé et que l'éditeur comprenne ce qu'il fait. Après, il y a un autre sujet par rapport à ça qui peut être un piège, c'est que dans le standard ACES, le SMPTE 2065, qui décrit la manière dont on transporte les fichiers dans les fichiers EXR, donc le signal, on part un fichier EXR ACES officiel ne peut être qu'en AP0. Or, aujourd'hui, pour plein de bonnes raisons, on a plein de pipes qui font les calculs en AP1 et les gens ne remettent pas une petite matrice AP0 derrière pour remettre les trucs AP1, c'est comme il faut. CG, ouais. Ouais, AP1 et CCG. Ouais, voilà, pardon. Et donc, mais c'est bien à chaque fois de rappeler les deux, donc c'est parfait. Ouais. AP0, A6, 2065. 2065. Avec le grand chiffre. Voilà. Et CCG, c'est l'AP1. Et donc, le problème, c'est si on ne fait pas le color manage proprement, on peut se retrouver avec un fichier UXR qui va être flagué donc ACES, officiel, bien comme il faut, quoi. Sauf qu'à l'intérieur, il y aura du CG et donc de l'AP1. Et donc, l'appli derrière qui, pour fait son boulot, considère que c'est du AP0, l'interprète mal. Et ça peut. Alors bon, voilà, ça fait du job security pour les gens qui font du color management. Mais voilà, faut être un petit peu rigoureux. Et ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas hésiter à faire des allers-retours avec les prestataires, bien leur demander s'ils comprennent ce qu'ils font. Parce qu'entre les trucs à la mode, les trucs tels qu'ils doivent être, puis les trucs qu'on a compris, il peut y avoir un monde.
Juste pour Voilà. revenir par rapport à ce que disait Franck sur les resize ou les trucs comme ça. Voilà. Euh, en fait, c'est pas c'est pas un souci qui vient d'Aces en soi, mais plus par le fait qu'on bosse en float. Et selon les algos de resize, donc tu as les kernels qui permettent de générer de nouveaux pixels ou de les réduire ou de les moyenner. Ces kernels-là, il y en a qui sont un peu plus sharp que d'autres, d'autres qui sont un peu plus flous, d'autres qui font rien, qui prennent un pixel sur 2 ou un pixel sur 3. En fait, ça, c'est l'algorithme qui permet de faire le resize. Et lui peut te créer j'imagine c'est de quoi tu parlais, Franck, des valeurs négatives sur des contours, sur des trucs, parce que le kernel veut donner un petit coup de choses comme ça. Et ça, c'est pas vraiment dû à l'ACES en soi, mais plus pour le fait qu'on travaille, tu travailles avec des images qui sont en float, mais c'est un prérequis pour les CIS. Et donc, du coup, tu te prends ce truc-là dans la face parce que les 6 te le révèlent, en fait. Mais tu ne serais pas en E6, tu aurais eu le même souci, en vrai. Donc là où je voulais en venir, un resize, il faut être en log. Alors, soit tu le fais en log, soit tu changes de kernel, tout simplement. Il y a des kernels qui peuvent être un peu sharp, mais sans les valeurs négatives du kernel. Enfin, par exemple, je te prends juste un exemple qui est un petit peu à côté, mais qui utilise les mêmes kernels, c'est ton rendu 3D. À un moment donné, les pixels sont moyennés via le filtre de sortie qui crée les pixels, qui transforme les samples en pixels. Et si tu prends un truc assez sharp comme du Langsos, du Zinc ou des trucs comme ça, tu vas avoir des halos autour de tes edges, surtout sur tes rendus 3D qui sont prémultipliés. Il y a des kernels autres, par exemple le Blackman Harris, qui est exactement comme le Langsos, donc ça te donne une pointe qui est assez sharp dans la moyenne, mais sans les valeurs négatives. Et je pense qu'il faut voir quel kernel est utilisé, et c'est peut-être un truc à demander aussi aux éditeurs de corriger. J'avais, moi, si je peux me permettre, j'avais une question comment formuler? En tant que superviseur qui travaillerait avec plusieurs studios sur un projet, si je comprends bien, je pense qu'il faut, enfin, je vous l'avez dit plus ou moins directement, mais j'ai l'impression qu'il faut même pas tenter. Si je dois travailler en AC sur un projet, c'est pas la peine de contacter un studio qui l'a pas déjà fait, qui ne connaît pas. Je crois que c'est trop dangereux, n'est-ce pas? Quel est votre avis là-dessus? Bonne question. À chaque fois qu'on a tous commencé, on s'est pris des pains au début et ça a été compliqué. Si quelque part il n'y a pas un gourou dans la place, que tu vas voir toc toc toc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ouais, effectivement, tu Vas-y, vas-y. as une grosse partie à encaisser au début de support pour démêler le vrai du faux, où est-ce que ça pêche. Et ça, si tu n'es pas passé par ce cheminement logique, intellectuel, de voir qu'est-ce qui pêchait et pourquoi, il y a un temps, il y a vraiment un temps de connaissance et d'adaptation pour assimiler plein de notions. Et si tu pars sur un projet avec un studio qui n'a jamais fait d'ICs, ouais, s'il n'y a pas, comme le dit Franck, de gourou ou de personne en support qui comprend ces notions, c'est un risque. C'est un risque de sortir des images foireuses un peu, enfin, pas correctes. Non. Tu penses pas, Alexis, qu'au-delà de l'ACIS, c'est plus de partir sur un workflow où tu vas livrer des images linéaires, quoi, parce qu'à un moment, on pourrait très bien livrer de l'ACIS CCT, enfin convertir un ACIS en ACIS CCT qui fait un log comme un log C, et puis mettre une LUT à la place de la RT, et puis après on travaille comme on travaillait avant. Ah, le risque, tu vois, le risque, c'est notamment de ne pas interpréter correctement les textures, de faire des chiffres dans certaines couleurs, de mélanger des softs qui ne supportent pas encore ACES. Donc, en fait, c'est tout l'écosystème entier qui rajoute une couche de complexité via ACES. Parce qu'il y en a voilà, qui ne supportent pas nativement, donc il faut s'adapter. Ça dépend, en fait, quelle typologie de projet tu es en train d'adresser, en fait. Alors, moi, je vais tempérer un petit peu tout ça parce que, en vrai, si je regarde
ma carrière et sur tous les endroits où je suis passé, et notamment quand j'étais en Angleterre, la plupart du temps, ils prenaient le projet, ils savaient pas comment le faire. Et ils ont inventé les techniques pour y arriver en cours de route. Et c'est vraiment un état d'esprit différent. C'est-à-dire qu'en gros, si tu t'as pas fait de l'ACES, mais on te demande de faire de l'ACES, normalement, dans ta boîte où tu es, tu vas mettre un groupe de gens qui vont régler le problème, en fait. Donc, moi, ça me fait moyennement peur, en fait. Ça ne me fait pas peur du tout de donner ça à quelqu'un, à condition que j'ai la confiance comme quoi ils peuvent arriver à le faire. Quand on était sur Gravity, qu'on a fait les LED, on l'avait pas fait avant, personne n'avait fait avant. Enfin, il y avait très très peu de gens qui l'avaient fait avant. On y est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a mis des gens qui ont travaillé dur là-dessus. Pareil, avant, c'était sur Renderman, qui est passé à Arnold. Pareil, sur le même projet, il fallait montrer que ça marchait aussi. Ouais, enfin, voilà. bien sûr. Voilà. Et de toute façon, il faut mettre les mains dedans pour comprendre ce qui en retourne. Après, voilà, c'est la seule l'équation, c'est est-ce que les gens derrière sont capables de s'adapter et de mettre des gens dessus. C'est uniquement ça, je pense. Le truc pour moi, c'est que j'aurais pas j'aurais pas d'abord, je crois pas avoir je comprends ce dont vous parlez, mais j'ai pas les compétences pour faire un réglage d'ACES. Je l'ai jamais fait, donc j'ai pas, il y a pas de raison que je sache le faire. Et surtout, j'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis là pour superviser un projet, pas pour développer un pipeline dans une boîte, quoi. C'est pas mon boulot. Après, du coup, une autre façon mais j'entends ce que tu dis, Harry. Après, là, il y a une différence, on le connaît de mentalité aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir de temps en temps t'en avais aussi en Angleterre, cela dit, mais t'as des Joe Lambrouille, un peu de première, et puis après, à la fin, les mecs, ils te cachent bien tout pendant des mois, et puis tout d'un coup, tu vois le truc, t'es même pas en JPEG en 8 bits, quoi, tu vois. Bon. Il faudrait éviter ça, évidemment. Enfin, pour ma propre carrière aussi, on va dire. Et je me demandais si une autre façon peut-être de formuler ça, ce serait, y aurait-il parmi vous, connaîtriez-vous des gens qui seraient susceptibles, capables, j'en suis sûr, mais susceptibles, qui auraient la possibilité d'aller installer un pipe chez, donc ça pourrait être vrai pour des intermittents, si vous êtes intermittent, mais je vais pas demander à Mathieu d'aller développer, je vais pas donner le nom d'une autre boîte, c'est pas ton boulot, Mathieu, évidemment, ni même Alexis aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intermittent et qui se sentirait de mettre en place, parce que comme tu disais, en fait, ça reviendra à ce que disait Harry, c'est d'aller chercher les bonnes personnes pour mettre en place quelque chose. Est-ce que vous connaissez des gens qui seraient c'est typiquement le travail de la boîte de Cédric, mais après il va enchaîner. Et c'est typiquement ce que Harry a expliqué, qu'il a fait des contrats en tant qu'intermittent dans certains studios pour les aider à faire leur mue. Ah, pardon, j'ai loupé cette partie-là, excusez-moi. D'accord. Non, il n'y a pas de souci, mais allez-y, je vais laisser Cédric et Harry élaborer là-dessus. En pratique, par rapport même en survient à la question, souvent, ce que disait Alexis, les gens qui n'ont pas fait d'ACES, malheureusement, souvent, ils n'ont pas non plus fait de color management. C'est-à-dire que le problème, dans le milieu du CG, ce qui s'est passé avec le DI il y a presque 20 ans maintenant en cinéma et tout ça, donc toute cette découverte un petit peu violente du color management pour les gens qui faisaient du film et tout ça, qui s'est passé entre 2001 et 2010 pour les gens du film, ça débarque maintenant, quoi. Donc du coup, il y a encore plein de studios qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est le color management, qui n'ont aucune notion de base de colorimétrie et tout ça. Donc il y a toute une partie théorique qui est probablement… Alors maintenant, la nouveauté, bon, déjà, c'est que c'est quand même bien mieux supporté dans les outils, qu'il y a beaucoup de documentation, c'est-à-dire que, enfin, clairement, à l'époque, je me souviens, il y avait Mathieu qui avait sorti un article dans, je ne sais plus quelle revue, c'était dans Sonovision ou un truc comme ça, où ça parlait de log et tout ça. Je pense que tu étais un des tout premiers à parler de ça dans un magazine professionnel. Et voilà, maintenant, de la donnée, il y en a. Après, faut être capable de l'accueillir. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des gens qui comprennent les trucs. Et malheureusement, même en fait, l'abondance, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. Et l'avantage, c'est que pour avoir de l'information quand il n'y a rien, c'est qu'on va chercher les gens qui savent. Alors que maintenant, il y a beaucoup, mais il y a des monceaux de conneries. C'est-à-dire qu'il y a des c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui.
Ah non, mais il y a des sites complets qui racontent n'importe quoi sur ICES. C'est-à-dire que tu as des trucs, ça fait tomber les yeux, quoi. Donc, c'est là où c'est difficile parce que quelqu'un qui se lance dans l'aventure, Google is not your friend, quoi. Il y a un vrai gros sujet de trouver les personnes qui… Alors, l'avantage, et ça, c'est pour ça que c'est super important, c'est justement pour lutter contre ce phénomène que l'Académie a monté ACES Central et ce système des ambassadeurs et des gens qui sont, on va dire, validés par l'académie. Donc, moi, par exemple, j'ai le droit de faire une présentation en mettant le logo ACES parce qu'en fait, mais après que ma présentation, elle était relue par les gens de l'académie. Mais voilà, c'est des trucs où, parce on se connaît depuis super longtemps, je faisais partie des workgroups il y a super longtemps, un truc comme ça, et ils savent que même si je suis français, que je dis les choses un peu trop comme elles sont à leur goût, on va dire, au moins je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que ces sujets-là, on peut les traiter sur la partie théorique, sur la partie pratique. Et c'est probablement le plus compliqué pour une boîte qui doit se lancer, parce que même si aujourd'hui, on va dire que par défaut, ça marche mieux, en fait, la difficulté, comme disait Alexis tout à l'heure, c'est quand ça ne va pas marcher. Être capable de détecter d'où vient le problème quand on n'a pas les concepts de colorimétrie, savoir si c'est ce que disait tout à l'heure Harry, c'est-à-dire si ça déconne au niveau du moteur de rendu, au niveau des textures, au niveau des fonctions de transfert, au niveau du comp, enfin des trucs comme ça. Si on ne comprend pas ce qui se passe derrière, si on n'a pas toute la partie, même si on a une bonne pratique, si on n'a pas la partie théorique, on va galérer à un certain moment parce que le nombre de boutons, de combinaisons de boutons à essayer, il est quand même vachement important. Et même si tu as guéri pendant peut-être 2-3 ans de projet en ACES, tu as toujours des problèmes. Et débugger toute la chaîne peut s'avérer parfois complexe, même si tu as une bonne maîtrise du sujet, de toute la chaîne. Il y a toujours un moment dans l'écosystème, un seul maillon qui peut être flanchant pour que tout le reste soit pété. Donc, c'est de là où je disais, c'est un risque. C'est vraiment un risque pour un studio qui ne l'a jamais fait. D'autant Mais plus s'il y a beaucoup de CG, quoi. Je pense, autant s'il n'y a que du comp, je pense que tu t'en sors tu vois, assez vite. S'il y a beaucoup de CG, il faut aussi que toute la chaîne de la CG teste, regarde comment tu lights, comment tu. Enfin, tu vois, il y a. Mais typiquement, alors l'avantage du CG, en fait, c'est assez simple de voir. Enfin, c'est assez simple quand tu sais quoi chercher. Et de configurer le truc, machin. Par lui-même, tu vois, t'as pas de. Pour moi, le plus dur, c'est quand tu as toutes tes infos de différents types de caméras, de machin, de tout remettre ça dans le même espace et que les blancs soient les mêmes ou que les noirs soient les mêmes. Enfin, pour moi, la partie CG a été beaucoup plus simple. Au final, c'est un IDT, c'est un tone mapper en sortie. Et, limite, d'expérience, nous, comme on livre quand même pas mal de studios VFX, si le labo te livre tout en ACES proprement et que lui prend à sa charge le fait de convertir toutes les caméras en ACES, et qu'après tu as une bonne discussion avec ton labo pour dire « Ah, c'est bizarre, cette source-là que j'ai en ACES, elle est un peu moche. Ouais, mais c'est parce que c'est de la GoPro, donc t'inquiète pas, et c'est normal que tes blancs soient flippés et tout. » Une fois qu'on fait ce travail-là, après, c'est plutôt simple, quoi. Après, si toi, en tant que studio VFX, ton labo te dit, bah tiens, je te file du Rec 709, de l'Alexa, du machin et trucs, et débrouille-toi pour tout mettre bien en ACES, mais ça, c'est pas ton métier, quoi. Enfin, tu vois, normalement, là, le labo, tu lui dis, ouais. Après, il y a un paramètre aussi qui est important, c'est quand on sort un peu des… moi, je me souviens beaucoup quand je faisais du pipe… du pipe VFX et bien avant ACES, c'était que des workflows qui marchent bien, soudain se mettent à craquer à cause d'une pub, par exemple une pub pour une bouteille de parfum violet. Et là, tout ce qui marchait très bien ne marche plus. Et donc avec ACES, on a exactement les mêmes trucs, c'est-à-dire que maintenant, il y a un niveau de robustesse, comme dit Mathieu, c'est-à-dire qu'en gros, si tes entrées elles sont bien gérées, et que tu fais les choses by the book, ça va bien se passer. Sauf peut-être, là, ce que je partageais tout à l'heure, des trucs avec des rayons laser, tu veux faire des trucs un peu foufou, où en fait, tu vas te rendre compte que malgré l'ACES, ça va bien rendre sur un écran et pas sur l'autre. Et en fait, tu ne comprends pas pourquoi. Puis là, en fait, ça va faire ressortir potentiellement des problèmes de calibration, des problèmes des trucs un peu plus ésotériques qui n'ont rien à voir avec l'ACES, mais qui sont vraiment de la colorimétrie.
Et qui sont des problèmes Yeah. qu'on a quand on fait du color management, A6 ou pas A6, j'ai envie de dire. Mais il y a un autre facteur, c'est quand tu as été tellement habitué à ne pas voir les choses correctement, il y a un moment donné, tu te questionnes de savoir, est-ce que ça marche, les ciseaux? Pourquoi mes couleurs sont comme ça et doivent un peu Moi, je me questionnerais quand même sur un studio de VFX qui n'a pas encore goûté à l'A6. Voilà, premier point, pour répondre à Marc, parce que quand même, on est en 2020. Si même. Et après, le deuxième point, tu n'as pas besoin de tout le monde. C'est quand je parlais de gourou. Moi, quand on a commencé à Micros, bon, c'était dans le département pub, en film, ils avaient avancé un peu plus. J'avais Mathieu et Alexis, j'avais 2 personnes face à 80 personnes du floor. Voilà. Mais si tu as des référents sérieux, donc pour un studio, si eux, ils embauchent quelqu'un parce que tu leur amènes un beau projet et qu'ils ont besoin de prendre quelqu'un, donc ils embauchent quelqu'un qui a la connaissance, qui est le référent, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais oui, il faut quelqu'un, faut avoir une adresse ou toquer si tu as une. Tu vois, après, excusez-moi, je ne vais pas vous envoyer des fleurs, les gars, mais si tu as Mathieu et Alexis, tu es un peu blindé, quoi. Il ne peut rien t'arriver, tu vois, normalement. Il faut vraiment le chercher pour aller faire péter la chaîne, tu vois. C'est plutôt bien. Ah, moi, on a bien essayé, on essaye régulièrement. Ah non, mais je sais, mais je suis quand même capable de le faire, mais bon, c'est parce qu'on est juste mauvais, tu vois, on est juste foncièrement méchant. Non, je pensais par exemple, si Cédric, si par rapport, si toi, tu pouvais te pointer, par exemple, sur une, je ne sais pas de faire du business, mais j'essaie de voir, je pensais même à France VFX, je vais venir dans une seconde. Si tu peux te pointer sur une boîte pour aider la mise en place, mettre une boîte à niveau en termes d'ACES, si ça c'est ton cœur de métier, pourquoi pas, mais j'imagine qu'effectivement, enfin, déjà dans une boîte avec Alexis et Mathieu, après une table de tournée, tu as des crétins comme moi qui arrivent ou d'autres qui arrivent à péter le truc. Là, si tu n'es pas dans le creux de la boîte avec un qui pense qu'il sait mieux que tout le monde derrière et qui repasse derrière toi, et puis l'autre qui sort du workflow pour y rentrer ailleurs, ou un troisième projet, un autre projet qui vient se greffer dessus et que du coup on déconnecte la moitié des trucs, c'est un truc, je ne sais pas, il faut y être tout le temps, quoi, un peu. Ah ben c'est là où moi, au départ, justement, la différence du modèle de Workflowers que j'ai lancé il y a 15 ans par rapport à d'autres gens qui faisaient de la calibration et des luttes, c'est que moi, je formais les gens pour qu'ils soient autonomes. Je ne faisais pas pour ah bah si ça marche pas, rappelle-moi. C'était par rapport aux autres gens qui étaient sur le marché à l'époque. Bon, je leur ai un peu pété leur marché, mais bon, voilà quoi. Mais c'était ça l'innovation, c'est-à-dire qu'après, les gens, tu leur expliques comment on fait pour calibrer, tu leur mets les trucs, puis après, progressivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils t'appellent pour les trucs compliqués, mais au moins, ils sont autonomes et ils gèrent la psychologie justement du mec qui vient péter le truc derrière, choses comme ça, chose que ça, tu ne peux faire qu'effectivement que si tu es présent et que tu as une batte de baseball. Et du coup, je pense qu'il faut quand même que tu trouves quelqu'un dans le studio qui ait envie de prendre ça pour lui et de se dire, OK, le color management, parce que c'est des notions qui ne sont pas toujours simples, je vais un peu me mettre dedans et essayer de m'intéresser à comment ça marche. Une fois que tu as quelqu'un qui s'y intéresse, après, il va chercher, il va trouver. Et puis, par contre, si tu dis, ouais, et Cédric a mis en place le truc, j'ouvre New, que je rentre mon image et ça, effectivement, tu risques de tout péter un moment. Il y a peut-être une petite partie de dev aussi, hein, sur certaines parties, des petites passerelles à mettre en place. Et ça, il faut le prendre aussi en compte sur la partie mise en place. Ouais. Après, je pensais, pardon, je continue sur le même truc, pour répondre à ce que tu disais, Franck, on est en 2020, etc. Après, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est quand même encore qu'en France. C'est pas du tout, j'ai rien contre, tu vois. Mais je pense qu'il ne faut pas trop. C'est pour ça que je pensais à France VFX. Pourquoi pas, hein, c'est France VFX, la VES, il y a plusieurs systèmes qui pourraient aider, mais que effectivement, pour mettre les gens un peu à un même niveau, parce qu'il y a quand même des écarts de niveau énormes entre les sociétés en France. Et si on veut être, on sait l'histoire des VFX internationaux qui commencent à tomber en France, si on veut arriver, je parle en film ou en série, hein, si on veut arriver à tenir ce tsunami qui peut nous tomber dessus, on a intérêt à, c'est pas que les studios qui marchent déjà qui vont réussir à tenir tout ça. D'où cette session, hein. C'est pour ça qu'on a voulu l'organiser, c'est pour ça qu'on est ouvert à tous, pas simplement aux membres VIS, pour justement avoir tout ce travail éducatif et de donner envie aux gens, quoi, de donner envie. Après là, on est dans l'intérêt personnel de chacun, c'est les gens qui sont là, c'est parce que ça les intéresse, etc.
Et en termes de business et de macro-business, j'entends sur les VFX, c'est un autre sujet. C'est vrai que ça pourrait être intéressant que de faire s'approcher peut-être de, et c'est pour ça que je parle de France VFX, c'est pas que je m'en fiche, j'y suis pas, c'est pas ça, mais c'est parce que c'est une entité qui regroupe des sociétés déjà. Ça a déjà ce mérite-là. Mais d'avoir une approche auprès d'eux pour essayer de dire, ben voilà, on pourrait faire une sorte de, alors tout le monde met un peu la main à la poche, etc., et puis une mise à niveau progressive de toutes les boîtes qui sont adhérentes. Ça, ce serait un truc qui pourrait être, enfin, je pense que ça pourrait être. Et il y a les écoles aussi, il y a un gros travail à fournir sur les écoles pour qu'elles rentrent dedans. Il y a Chris Bréjon, justement, qui intervient dans plusieurs. Après, il y a des trucs, alors je vais changer de casquette pour le coup. Moi, je suis co-responsable du département post-prod à la CST. Donc là aussi, il y a des choses à faire, hein, justement, pour les recommandations et des trucs comme ça. Donc oui, d'ailleurs, la CST a organisé, et j'ai passé le relais aussi à la CST du fait qu'il y avait une réunion VES. L'approche de la réunion A6 de la CST était beaucoup plus orientée image labo. Là, on est forcément plus sur la partie VFX. J'imagine que sur les groupes CG, par exemple, il y a Chris Bréjon, lui, il a été intervenu sur une meet-up CG Wire pour expliquer l'aspect color management dans le contexte CG. Donc voilà, tous ces trucs-là, ça commence à diffuser un petit peu dans les trucs. Le seul truc dont il faut être sûr, c'est pas simple, c'est que justement il y a un socle commun basé sur des choses qui soient bien cadrées, parce que l'information aujourd'hui, il y en a tellement, ça va dans tous les sens, puis malheureusement, enfin, la lumière et la couleur, c'est un exercice d'humilité, c'est-à-dire que plus on pense qu'on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on peut faire de la physique quantique quand on fait de la couleur, il n'y a aucun problème, on s'éclate. C'est de la perception, c'est de la psychologie, c'est le modèle radiométrique, enfin, c'est vraiment le spectre, enfin, c'est vraiment des trucs incroyablement. Ça peut aller dans des moyens incroyablement complexes. Et après, justement, il faut savoir où il faut s'arrêter pour que ça soit pratique et pas non plus. Enfin, arriver à trouver le bon compromis pour pas non plus noyer les gens dans un exercice de démonstration de savoir. C'est-à-dire que le but quand même d'avoir du color management, c'est surtout un outil collaboratif. Ce que j'appelle, sur mon blog, j'ai un truc qui s'appelle Collaboration. C'est la collaboration autour de la couleur. C'est comment est-ce qu'on fait pour donner parce qu'on fait du color management pour voir tous la même chose, ou en tout cas avoir l'impression de voir tous la même chose. Et donc, l'importance, c'est l'expérience collective. C'est pas qu'il y ait un mec qui sache et qui distribue son savoir. C'est vraiment qu'on arrive à trouver, à trouver ce truc commun où on peut échanger les bons mots pour décrire les choses. Et ici, c'est un outil qui a pour vocation de faire ça. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on tire un petit peu la ficelle, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont comme, mais c'est vrai aussi en CG. Voilà, quand tu te retrouves avec un ciel qui n'est pas beau, on te sort des théories du black body, des choses comme ça, puis tu es là dans le forum du mec qui fait le moteur de rendu et tu fais « Ah, j'ai mal !» Bon, c'est normal, c'est des trucs compliqués. Si tu achètes le moteur de rendu, c'est parce qu'il y a un mec qui s'est cassé la tête à comprendre les équations, quoi. Ou à faire du Stack Overflow. Après, Marc, moi, je pense, au-delà du fait que de trouver des gens pour aller former dans les studios, peut-être ce qui est le plus important, c'est effectivement dans certaines instances type France VFX ou la VVS et tout, c'est d'expliquer aux studios que si eux, ils ne se penchent pas aujourd'hui et ils ne prennent pas en compte les problématiques de color management dans la manière dont ils mettent en place leur studio, c'est qu'ils ratent quelque chose, quoi. Tu vois, c'est un truc de prise de conscience au fil qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer outre, quoi. Une fois que tu l'as intégré, que tu dis que dans ton studio, tu as quelqu'un, ou tu vas prendre quelqu'un, ou tu vas former quelqu'un qui va se poser ces questions-là, après tu vas tester, tu vas apprendre et puis tu vas y arriver. C'est pas un problème. Non, je suis bien d'accord, mais je ne vais pas citer le nom, mais Mathieu, tu sais aussi qu'il y a même il y a des labos, même en France, ça s'est peut-être amélioré, mais il y a des labos en France qui connaissent. Je sais bien, mais pour le coup, c'est des labos, quoi. On les a aidés mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart il y a des labos qui ont compris qu'il fallait qu'ils se forment là-dessus. Tant mieux. Ok. Poussons. Si toi, tu parles de projets qui dispatchent sur X compagnies, dans ces X compagnies, tu auras peut-être plutôt tendance à des compagnies qui vont de l'avant que des compagnies
qui essayent de suivre, quoi. Voilà, après, et au bout d'un moment, il y a quelque chose de naturel qui va s'effectuer et ceux qui sont un petit peu à la traîne vont se dire on est peut-être en train de rater quelque chose. Enfin, voilà. Moi, je suis plutôt ma position à chaque fois, c'est on avance, on essaye d'entraîner avec nous les gens. Si les gens restent sur place, ils ont peut-être de très bonnes raisons et laissons-les là où ils sont. C'est peut-être parfait là où ils sont. Non, Et c'est c'est pas vrai. dire qu'on a la vérité. Voilà, Ma question était au départ. J'ai même pas de studio précisément en tête, hein, par rapport à. C'est plus le pourcentage de risque et d'emmerde, surtout pour moi, parce qu'à un moment, quand tu t'es quand tu t'es maqué avec si tu as un de tes CEO qui tire la patte, c'est tout ton projet qui tire la patte, quoi, tu vois, qui est la traîne. Donc, c'était plus pour bien Non, mais, comprendre. Je tu crois que sais, le message est assez clair. Il faut y aller doucement, quoi. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, quoi. tu as ce truc aussi des gros films américains là, il y a quelques années où quand ils ont commencé à dispatcher sur 15 studios, tu regardais le film et puis tu étais comme ça en qualité. Et ce n'était pas simplement qualité color management, c'était qualité de studio avec de la bonne DA, du bon compositing, des bons writers et des studios qui vont un peu comme je te pousse, quoi. Et c'est vrai, quand tu regardes le film, ça peut ruiner une expérience quand c'est des montagnes russes alors que c'est l'histoire qui prime, mais même s'il y a l'histoire qui prime, il y a des moments, voilà, il y a de la bonne DA et il y a de la DA qui pue, quoi. Et ça n'a rien à voir avec le color management, même si le color management peut aider, quoi. Et c'est sûr que nous, là, on vient de finir, par exemple, un film avec un gros studio VFX derrière, et ils ont fait le choix de ne pas partir en D6 parce que c'était de l'Alexa et ils ne voulaient pas se faire chier avec les autogames. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est très bien aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est un vrai sujet pour même les workflows hybrides. C'est-à-dire qu'on peut ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, c'est-à-dire tu peux très bien rester aussi dans un workflow, si les gens maîtrisent bien leur workflow linéaire sRGB, après, tu peux faire des conversions, des trucs comme ça pour que ça marche. Par contre, il faut bien avoir, faut bien avoir conscience des limitations potentielles si tu as des trucs qui déconnent. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas faire l'économie d'avoir au minima au labo quelqu'un qui comprendra quand il y a un truc bizarre et qui saura faire le warning. Et ouais, et puis plus tu bidouilles avec les color space, plus quelque part il faut savoir ce que ça fait, quoi. Alors, je voulais juste, alors, parce que là, c'est l'heure tourne, hein, ça fait quand même 1h30 qu'on y est. Moi, j'avais un petit sujet qui me tenait à cœur, qui est pareil, parallèle aux LESIS. Si on parle de color management, les écrans calibrés. Déjà, c'est pas dans ACES, mais par contre, bon, forcément, ça va être lié. Mais se pose la question de pourquoi on calibre des écrans. Alors, dans le contexte de l'ACES, il y a un truc qui est important, c'est que justement, les profils de sortie d'ACES envoient vers des espaces couleurs normalisés. Donc, c'est-à-dire que quand on dit ACES a des profils qui font du Rec 709. Donc après, si on veut afficher correctement, il faut que l'écran affiche correctement du Rec 709. Donc après, c'est la responsabilité du display et de celui qui le regarde de s'assurer que ce display fait du Rec 709 correctement. Et pour qu'il fasse du Rec 709 correctement, il y a plusieurs conditions. Il y en a une, c'est qu'il soit branché correctement et que la sortie de la carte graphique soit, voilà, si on veut, du dB, du 8 bits, du DRQV ou des choses comme ça, que ça soit cohérent entre le signal qu'on envoie et le signal qu'on reçoit. C'est un premier élément. Après, il y a la capacité technique du device, donc que ce soit un écran, un projecteur, à reproduire les couleurs. Parce que, en pratique, alors, c'est de moins en moins vrai, mais des écrans pas capables de reproduire correctement du Rec 709, il peut y en avoir. Alors, parfois, malheureusement, ils sont pas loin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que le point blanc, on n'a pas la possibilité les contrôles ne sont pas suffisamment précis pour le mettre au bon endroit. Et pareil pour les primaires. La semaine dernière, je montrais les gamut. On ne peut pas toucher les primaires. Donc, l'écran, il est pas loin, mais il ne sera jamais bon. Donc, ça, c'est un paramètre. Et puis après, il y a la calibration. Alors, ça, c'est pour justement les écrans déjà un petit peu plus haut de gamme qu'on peut calibrer, parce qu'il y a plein d'écrans qu'on ne peut juste pas calibrer, ou on peut calibrer que éventuellement avec des gros steps son point blanc. Enfin, ça ne va pas aller très très loin, ou avoir des presets plus ou moins on va dire,
enjolivant le signal, mais jamais de trucs transparents. Et donc, sur un écran un petit peu plus avancé, on va pouvoir changer les coordonnées des primaires pour que le rouge soit le bleu rouge qu'on veut, le vert soit le vert qu'on veut. Pareil pour le point blanc. Alors là, si on est super chanceux, on pourra faire aussi des corrections sur le point noir, mais en général, on ne peut pas faire grand-chose de ce côté-là. Et puis, avoir une luminosité qui soit correcte. Et puis après, il y a un paramètre qui est hyper important, parce que tout ce dont on vient de parler ne sert absolument à rien si on est à côté d'une fenêtre. Donc, à minima, une casquette si on est à côté d'une fenêtre et qu'on ne peut pas bouger, mais au moins un truc qu'on puisse regarder à peu près dans un environnement. Il y a le lighting aussi de la pièce, qui est hyper important. Donc évidemment, si on est à côté d'une fenêtre, le lighting il change tout le temps, donc c'est aussi pour ça, mais c'est pour ça que dans une salle d'étalonnage ou une salle de QC, normalement, il n'y a pas de fenêtre, il y a un éclairage constant avec une derrière l'écran, c'est tout ça, c'est normalisé, donc toutes ces choses-là, faut les prendre en considération. Donc ça c'est pareil, ça fait aussi partie des paramètres. Moi je me souviens d'une des expériences les plus rigolotes que j'ai eues en color management. C'était quelqu'un qui comprenait pas justement l'influence de la fenêtre et il travaillait sur un produit sur une pub assez compliquée, assez sombre, avec des couleurs justement du violet, des trucs pas faciles à reproduire. Et il devenait fou parce qu'il prenait son écran, il le mettait, il le prenait de l'écran donc c'était à l'époque c'était un LCD Sony. Il le prenait dans sa salle du Resolve où il faisait l'étalonnage. Donc au début, il voyait entre son Flame et son Resolve, son Flame où il y avait une fenêtre et son Resolve qui était dans le noir. Alors qu'en plus, il faisait trop sombre dans la salle du Resolve. Il ne voyait pas la même chose. Et il calibrait tout ça, il a vérifié sa calibre, ça faisait la même chose. À la fin, il a dit je suis fou. Il a pris l'écran et l'écran du Resolve, il l'a mis sur le Flame. Et après, il a même carrément ramené le câblage à la grille pour être sûr que c'était le même signal qui passait. Et il ne voyait pas la même chose parce qu'effectivement, l'influence du lighting et le fait qu'il soit dans le noir sur ce type sur ce type de contenu, parce que le pire, là où c'est vraiment contre-intuitif, c'est qu'il y a vraiment des choses en termes de contenu où 90% du temps, ça va bien se passer. Le nombre de fois où justement, moi, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi leur pipe ne fonctionnait pas, c'était parce qu'en fait, ça avait toujours bien marché. On a toujours fait comme ça a toujours très bien marché. Oui, mais vous n'aviez jamais travaillé pour Coca-Cola avec son rouge. Et donc là, maintenant, son rouge qui doit être précis, en fait, il est un peu violet sur cet écran-là, il est un peu trop rouge bizarre sur celui-là. En plus, vous n'avez pas les éléments pour corriger, vous ne comprenez pas ce que vous faites, et donc ça part dans tous les sens, le client devient fou, vous ne comprenez rien à ce que vous faites, vous essayez de faire des trucs, vous appelez vos copains pour avoir des luttes, et ça part dans tous les sens. Donc il y a ces niveaux de compréhension où il y a une partie qui est vraiment psychologique, puis après il y a une partie qui est technique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un niveau d'erreur, et c'est le color management, c'est la gestion de l'erreur acceptable. C'est-à-dire qu'est-ce qui passe, à quel endroit. Ce que disait tout à l'heure Harry, on serait tous super contents si on avait tous un super écran HDR à 7000 balles sur son bureau et avec un environnement contrôlé, avec les murs gris et tout ça. Enfin là, voilà, ici, moi, je suis bien, quoi. Mais c'est pas possible. Donc, en fait, on va faire des compromis. Et justement, l'exercice, c'est de faire des compromis maîtrisés aux bons endroits dans la chaîne. Et pour ça, ça demande quand même de l'expérience. C'est un truc qui ne va pas. Et puis, on sera toujours surprendre, ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des surprises, ça, il y en a toujours. Job security, quoi. C'est pour ça que je voulais qu'on finisse quand même ces deux conférences assises sur c'est bien beau tout ça, mais voilà, faut respecter aussi ce qu'on voit sur l'écran et comprendre que c'est bien beau d'avoir tout un pipe si quelque part au final on fait pas attention au dernier maillon, ça sert à rien. Effectivement, peut-être que le client sera content, mais beaucoup de gens entre-temps n'auront pas vu ce qu'ils font. Donc color scientist, c'est un métier d'avenir en fait. La question, c'est qui veut bien payer pour ça, hein. Ça, c'est l'éternel problème, oui. C'est parce que Color Science, enfin voilà, il y aura toujours du boulot. Après, la manière dont, voilà, la raison pour laquelle justement j'ai arrêté le Workflowers 1.0, c'est que au départ, quand on travaillait sur la péloche, quand les gens faisaient 10 retours sur 10 bobineaux shootés au Harry, qui foutaient à la poubelle l'équivalent de 15 ou 20 000 balles
de travail entre les lasers plus la péloche et tout ça. Quand moi, je me pointais en leur disant, bah, moi, j'ai une solution, ça va me coûter 10 000 balles, ils disaient, ouais, ok, ça marche. Quand après, trouver la solution, c'était trouver la bonne combinaison pour faire son DCP P3 en trouvant les checkbox dans la Clipster. Bon, on mettait un stagiaire pendant une semaine dessus pour faire toutes les combinaisons et à la fin, on trouvait le truc qui marchait. Donc là, ce business-là, il n'existait plus. Après, là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a le HDR, il y a iCIS, il y a toutes ces caméras bizarres. Il y a, enfin, là, c'est clair qu'il y a du boulot. Puis surtout, il y a YouTube. la réduction du temps. Ça, c'est vachement important aussi. Oui, non, mais il n'y a pas beaucoup plus d'argent quand même. Après, moi, je pense Color Scientist, oui, ce qui est important dans un studio, vraiment, je pense, c'est d'aller spotter quelques personnes qui sont intéressées par ça et de les former petit à petit. Et une fois que tu as Ouais. ces gens-là, ils vont diffuser et derrière, ça se passe bien, quoi. Tu vois, Franck, il l'a fait et maintenant, la majorité des frémistes à micro, s'ils peuvent faire des SIS. Nous, on a des compeurs qui s'y ont mis et qui ont un peu. Parce que c'est pareil, si tu es tout seul et que tu as 300 personnes, à un moment, tu n'y arrives plus non plus, quoi. Donc, Je pense aussi que le côté, c'est toi, Cédric, qui l'évoquait avec Chris, qui allait dans les écoles. Je pense que ça, c'est vraiment une approche vraiment long terme, pérenne, de propager, diffuser ce savoir et vraiment alarmer sur les potentiels. Voilà, qu'est-ce que ça implique, pourquoi. Et j'ai beaucoup apprécié l'overview, le détachement que tu faisais un peu sur la partie pas philosophique, mais dans son entièreté, avec voilà, le spectre, les photons. Enfin, vraiment avoir cette approche très, très, très haut niveau pour comprendre un peu de quelles sont les implications. C'est pas juste pour embêter le monde d'avoir un Pub Color Manager et voilà, d'alerter au maximum à l'école pour avoir des gens qui sont plus compétents dans ce domaine et que ça se passe pour le mieux. Après, ouais. Et puis après, il y a tout le travail du Color Science. Il y a les fabricants font un super travail de communication. Je vois, il y a les vidéos de Filmlight. Il y a des YouTubers aussi qui font des trucs bien. Enfin, c'est mieux. Filmlight, au moins, on est sûr que c'est pas des conneries, parce que là, il y a des gens qui ont du level. Donc, typiquement, quand ils parlent de différence sRGB RX 709, bah, je préfère aller voir une vidéo Filmlight parce que je sais que le mec qui dit, il va dire un truc qui a du sens, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de plein de vidéos YouTube qu'on va trouver. Pour le coup, ça, je pourrais remettre les links, mais Filmac, ils ont quelques vidéos vraiment sur le color management pour la post-prod en général qui expliquent ça, et pas forcément vraiment que sur les 6, surtout les workflows color manager, c'est hyper bien fait. Tu fais les deux vidéos et tu as compris comment ça marche, quoi, à la base. Déjà. Ah, et puis elles sont bien pédagogues avec des bons schémas. C'est vraiment bien foutu. Moi, J'ai pas entendu. Pardon, Mathieu, tu disais, c'est quoi ta référence? Filmlight, c'est les gens qui font le Baselight. Oui, bien sûr, oui. Okay. Et en fait, ils font beaucoup de tutoriaux, et ils en ont quelques-uns qui sont très orientés color manager, où ils reprennent vraiment, et puis ils refont l'analogie avec le film et tout. Enfin, c'est hyper bien fait, et tu as 2 vidéos de 30 minutes qui reprennent tout, et c'est vraiment... c'est super, moi je trouve ça vraiment bien foutu. C'est très pédagogique, quoi. Ok, merci. Vous en verrez une. Bon, ben voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on discute. C'était parfait, 1h45. Ben, merci à tous. Alors, une fois de plus, je vais relancer un grand merci à Harry, Cédric, Alexis et on a rajouté Mathieu pour le temps donné, hein, parce qu'on sait tous, on court après le temps. On essaye de gérer notre quotidien, donc d'avoir en plus donné du temps le soir pour discuter de tout ça, pour mettre cette conférence en place. C'est vraiment très apprécié. Et là, on parlait justement de propager le savoir. Moi, je suis bien content au niveau de notre VIS, notre petit truc qu'on essaye de faire, qu'on essaye de créer à Paris, en France, pour porter la bonne parole. Donc, je suis super content qu'on ait réussi à faire ces 2 sessions et que c'est bien marché, alors que c'était quand même des conférences de geeks. Voilà, je vous remercie tous pour d'être venus, d'avoir écouté et voilà, on va finir. Tu as parlé du Discord justement pour ceux qui seront dans le replay. Ouais, mais alors le Discord, notre channel n'existe plus sur. Ah oui. Ouais, il a recréé son serveur et on a été kick out. Bon, voilà les petites histoires. On va voir. Mais bon, malgré tout, les réseaux sociaux, malgré tout, il est très très bien, son Discord là, de Art of VFX. On est sur Facebook, mais ça, c'est que pour les membres. Et puis voilà, et puis devenez membre de la VIS, qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on se fasse un barbecue.
Ah non, merde, c'est pas ça la raison. Merci à toi, Franck, hein, pour l'initiative Ouais, bravo. et l'organisation. Merci, Franck. Merci. Super. Allez, bye bye. Je partage mon écran sur ce beau. C'est là où je vais foirer le truc. Start share screen. Regardez comme vous êtes beaux, les gars. Share. Pouf. Yeah. Allez, Yeah. bye bye tout le monde. Merci à tout le monde. Salut. Merci.